Juste avant d'enregistrer le dernier numéro de Bistro Liberté, pour l'année 2017 bien sûr, je voudrais vous dire un grand merci pour votre mobilisation en faveur de TV Liberté, la première chaîne audiovisuelle alternative de France. Oui, vos impôts vont à vos idées. Elles constituent cette formidable communauté que nous formons tous ensemble, une véritable communauté de résistance. Cette mobilisation, elle est en tout point remarquable, mais je vous dois la vérité, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors, il faut poursuivre cet effort, il faut même l'amplifier rapidement avant le 31 décembre. 31 décembre qui est aussi la date butoir qui doit figurer sur votre chèque de don à l'ordre de ASNA, A-S-N-A. Je vous l'ai déjà dit, pour nous, votre don, c'est vital. Pour vous, eh bien, c'est l'assurance, une assurance forte de pouvoir mettre vos idées à l'abri pour l'année 2018. Alors, dans cette dernière ligne droite, je compte sur vous encore et encore. Bonne fête à tous. Chers téléspectateurs, c'est un anniversaire que nous allons célébrer aujourd'hui. Il y a 300 ans, en effet, le tsar de Russie, Pierre le Grand, effectuait un voyage en France, voyage au cours duquel, en juin 1717, il fut même présenté au tout jeune Louis XV. Un événement qui a été célébré d'ailleurs il y a quelques mois, quand notre président Emmanuel Macron a reçu Vladimir Poutine à Versailles, comme on s'en souvient. Alors, c'est l'occasion de revenir sur une figure majeure de l'histoire russe et de l'histoire européenne, à un moment où nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les relations qu'il convient d'établir avec cette Russie nouvelle, née de l'effondrement de l'URSS. Alors, ce Pierre le Grand, ce tsar, il est arrivé au pouvoir dans des conditions un petit peu compliqué. Il est un fils d'Alexis Romanov qui a régné de 1645 à 1676 et il va succéder à son frère aîné, Fédor III, qui lui-même a régné de 1676 à 1682. Mais il règne avec son autre frère, Ivan V, de 1682 à 1696, sous la régence de leur sœur aînée, Sophie. Situation donc qui dure de 1682 à 1689, les choses se passent mal, Sophie cherche à s'imposer, résultat elle se retrouve au couvent, nous y reviendrons. Et Pierre à ce moment-là va régner de concert dans un premier temps avec son frère. Lui-même est né en 1672, il va régner seul de 1696 à 1725, et puis à partir de 1796, son frère Ivan est mis de côté. Alors ce règne, c'est un moment majeur dans l'histoire russe, évidemment. En 1682, Fédor, le fils d'Alexis, le fils aîné, meurt donc. Ivan a 15 ans, mais c'est un être chétif et un peu faible d'esprit. Pierre, qui n'a que 10 ans, lui, est une force de la nature, ça sera un géant de 2 mètres plus tard, et en plus bénéficie d'une très vive intelligence. Ce qui fait qu'en 1682, on admet qu'on va avoir 2 tsars avec une régence donc de leur sœur Sophie, qui va gouverner sur les conseils du prince Golitsyn.
En fait, Pierre, pendant tout ce temps, se forme dans une large mesure tout seul. Il a des précepteurs, notamment des précepteurs hollandais qui ouvrent son intérêt sur ce qui se passe en Europe occidentale. Il se passionne pour les questions de navigation, pour les mathématiques, il se passionne pour l'art militaire, donc une formation extrêmement complète sur le plan intellectuel. En 1789, sa mère, Nathalie Narychkine, qui était la deuxième épouse du tsar Alexis, décide de le marier avec Eudoxie Lopoukhina. C'est un mariage qui ne sied guère au jeune Pierre. Hein. Et ensuite, celui-ci va être confronté aux ambitions de sa sœur Sophie, qui va en quelque sorte organiser une tentative de coup d'État qui échouera, ce qui fait, je le disais tout à l'heure, qu'elle se retrouvera à terminer ses jours au monastère. De ce fait, les deux frères se retrouvent au pouvoir, mais entre les deux, il n'y a pas photo, comme on dit aujourd'hui. C'est Pierre qui est l'homme fort, et en 1695, eh bien, il va prendre seul les rênes du pouvoir et entamer une politique qui va correspondre avec une montée en puissance de la Russie et une modernisation accélérée du pays. Il va engager la lutte contre les Tatars de Crimée, donc au sud de la Russie. Il va faire construire pour cela une flotte à Voronezh. C'est la première flotte de guerre russe qui est mise sur les flots. Et en 1696, ces efforts aboutissent à la prise d'Azov. C'est une première ouverture sur la mer Noire, dont les Russes viendront border les rives au siècle suivant. À peu près à cette époque également, 1697-98, c'est la grande ambassade qui vient en Europe occidentale avec 250 membres de cette ambassade qui va visiter l'Angleterre, qui va visiter la Hollande. C'est l'occasion de s'intéresser au chantier naval hollandais. C'est l'occasion d'un contact avec cette Europe qui est en pleine transformation à la veille du siècle des Lumières. C'est l'occasion aussi pour Pierre de constater que les puissances européennes restent tout à fait attentistes par rapport au péril ottoman. Elles ont sauvé Vienne quelques années plus tôt, en 1685, mais la puissance ottomane ne semble pas véritablement menacée, alors que pour la Russie, évidemment, c'est un obstacle important, notamment pour l'accès aux mers chaudes, pour l'accès à la mer Noire. Autre souci, en 1698, à la faveur de l'absence du tsar, c'est la révolte des Streltsy, c'est-à-dire d'une garde de soldats, révolte peut-être qui a été suggérée par Sophie depuis son couvent. Pierre va réprimer avec une extrême violence la révolte en question et imposer ainsi son autorité. Il comprend que la Russie a besoin de réformes en profondeur si elle doit jouer le rôle de puissance qu'il entend lui attribuer. Et il va engager ainsi tout un ensemble de transformations qui vont évidemment mettre la Russie au diapason des grandes puissances européennes du temps. Et la réforme qu'il faut prendre en compte en premier, c'est la réforme de l'armée. Il s'agit de constituer une armée régulière fondée sur des levées de troupes obligatoires. Petit à petit, Pierre va se doter de l'instrument nécessaire à la politique de puissance qu'il entend mettre en œuvre. Au-delà de la question du recrutement des troupes, il voit bien aussi quelles sont les conditions techniques de cette montée en puissance militaire. Il va créer une école d'artillerie en 1701, une école de navigation qui va former 500 officiers de marine, ce qui est tout à fait nouveau. Il va imposer l'obligation militaire en fonction des besoins pour se garantir donc
des effectifs suffisants et réguliers. Il va, après avoir ainsi organisé le recrutement, unifier l'instruction, unifier l'équipement, des réformes un peu comparables à celles qu'a mis en œuvre à peu près à la même époque Louvois pour le compte de Louis XIV. Et ainsi, la Russie se dote de l'instrument militaire dont elle avait besoin, y compris avec l'apparition de spécialités savantes, une école de médecine, une école d'ingénieurs, au service donc de cette armée nouvelle. Cette armée nouvelle, elle va faire ses preuves pendant la guerre du Nord, qui va durer de 1700 à 1721 contre la Suède, qui sera marquée notamment par la grande victoire remportée à Poltava sur l'armée suédoise de Charles XII en 1709, et bataille de Poltava d'ailleurs où le tsar donne l'exemple en combattant en personne à la tête du régiment de Novgorod, ce qui va contribuer également à renforcer son prestige aux yeux de la troupe et aux yeux de ses sujets. Mais la puissance militaire n'est pas tout, elle a besoin aussi de capacités industrielles, parce que une armée, c'est maintenant des moyens en artillerie, etc. Donc il faut créer des manufactures, notamment dans le domaine de la métallurgie. Il se trouve que l'Oural est extrêmement riche en fer, l'immensité de ses forêts crée des conditions favorables, et plusieurs manufactures métallurgiques sont ainsi installées, ce qui fait que la Russie sera dans les tout premiers pays en matière de production d'acier au cours des années suivantes. Pierre s'efforce de développer aussi le commerce intérieur, avec un effort notamment en matière d'aménagement de routes, de développement des foires. Il va également imposé en 1724 un tarif douanier protecteur qui va permettre le développement de la production russe. Il va encourager le commerce extérieur également, avec au bout du compte une balance commerciale positive pour la Russie. Tout un ensemble de réformes qui contribuent à sortir ce monde russe de son isolement séculaire. Tout cela va de pair bien sûr avec une pression fiscale augmentée, car cet État nouveau, il a besoin de disposer de moyens. Un État que Pierre va s'efforcer d'ailleurs de réformer. Il va installer un Sénat dirigeant en 1711, chargé de gérer les affaires du pays en cas d'absence du souverain. En 1717, 9 collèges spécialisés vont correspondre chacun à un ministère chargé d'un domaine particulier. Sur le plan administratif, on va diviser le pays en 8 gouvernements, avec à leur tête des gouverneurs disposant de pouvoirs très étendus. Pierre va faire également un effort considérable en matière scolaire. Il va mettre sous tutelle l'Église orthodoxe. Un saint synode de 10 membres va remplacer le patriarche orthodoxe traditionnel. Alors tout cela ne va pas sans peine, car Pierre brutalise quelque peu cette société archaïque, traditionnelle à beaucoup d'égards. On le sait quand il oblige les boyards, les nobles à se raser la barbe, quand il impose le choix de vêtements occidentaux. Il y a des révoltes qui sont brisées de manière tout à fait brutale. Il va organiser cependant la noblesse à partir de 1722 selon la table des rangs. Il va créer toute une hiérarchie de fonctionnaires issus de la noblesse, avec 14 échelons dans cette hiérarchie. Tout cela pour mettre en place une noblesse de service docile et efficace et dévoué au souverain. Alors le bilan de tout cela, en novembre 1721, le Sénat va lui demander de prendre le titre de Pierre le Grand, père de la patrie, empereur de toutes les Russies. Ce qui continuait en quelque sorte le modèle de théocratie byzantine qui avait été en quelque sorte adapté en Russie auparavant. Alors, autre
Autre aspect du règne de Pierre le Grand, c'est bien sûr la fondation de Saint-Pétersbourg. L'échec subi devant les Suédois à Narva en 1701 montre l'importance de la façade baltique, hein, et Pierre va décider en 1703 la fondation donc de ce qui va devenir la capitale de l'Empire. C'est un formidable défi parce que tout cela va se faire dans des conditions extrêmement difficiles, dans une région assez marécageuse, où les aménagements à réaliser sont compliqués, avec une main-d'œuvre corvéable qui va payer un très lourd tribut pour l'établissement de la ville. C'est une entreprise qui peut paraître également risquée parce que c'est une région qui est directement sous la menace suédoise, hein. Mais en 1712, Saint-Pétersbourg n'en devient pas moins capitale de l'Empire russe, abritant tous les services de l'État. La suite de tout cela, et ce qui conclut en quelque sorte cette montée en puissance, cette transformation, c'est le traité de Nystadt en 1721 qui met fin à la guerre du Nord et qui met une fin victorieuse, hein. La Russie, à ce moment, s'ouvre une fenêtre sur la Baltique, sur la mer, hein, et elle sort de son isolement continental, dont le centre de gravité était Moscou, la capitale traditionnelle, hein. Avec l'annexion de la Courlande, l'annexion de la Livonie, de l'Estonie. C'est une ouverture sur le monde occidental qui est ainsi établie et qui symbolise le retour de la Russie dans le concert européen. Au moment où le blocage est établi sur le front ottoman, hein, il y a une trêve de 30 ans en 1700 qui est conclue entre Pierre et puis les Turcs, eh bien c'est vers l'ouest qu'il va résolument tourner son pays, vers l'ouest mais aussi vers l'est, car la Sibérie que les Cosaques ont explorée et où ils ont commencé à s'installer au XVIIe siècle, hein, la Sibérie va devenir un immense champ de conquête et d'aventure, hein, un immense territoire avec des perspectives de ressources considérables. La ville d'Omsk est créée en 1716, l'archipel des Kouriles au nord du Japon est occupé en 1711 et quelques années auparavant, en 1698, eh bien, le Kamtchatka était tombé sous le contrôle des Russes qui allaient y installer le port de Petropavlovsk. En même temps, déjà, la Russie pousse vers l'Asie centrale. Hein, il y a un traité avec la Perse est conclu en 1717. On voit bien quelles sont les ambitions également en direction du sud de la mer Caspienne. Les Russes étaient installés à Astrakhan depuis Ivan le Terrible au XVIe siècle. Maintenant, manifestement, c'est en direction d'un empire perse safavide en déclin qu'ils vont pousser leurs ambitions. Avec cependant des adversaires potentiels, déjà l'Angleterre qui s'inquiète de la montée en puissance d'une telle force continentale, et puis également l'Empire ottoman qui veut défendre le verrou des détroits. Angleterre comme Turquie ottomane vont être les deux principaux adversaires de la Russie au cours des siècles suivants. Une Russie donc qui a été modernisée de manière extrêmement volontariste, hein. Il a fallu encore une fois briser des révoltes, y compris au niveau du fils de Pierre le Grand, Alexis, qui sera finalement exécuté. Mais une Russie qui va sortir complètement transformée de ce règne. L'un des symboles de cette transformation, c'est bien sûr le palais de Peterhof, le Versailles russe, installé à proximité de Saint-Pétersbourg, dont les travaux débutent en 1714, hein, sur des plans élaborés par le tsar en personne, hein. Le palais sera inauguré en 1723, réalisé en partie par l'architecte français Leblond, dominant le golfe de Finlande, complété ensuite par l'italien Rastrelli, qui va enrichir le parc du palais de 176 fontaines, ce qui implique 22 km de conduite d'eau, donc une réalisation absolument gigantesque, comparable à ce qu'avait été Versailles pour Louis XIV. Et puis il y a bien sûr Saint-Pétersbourg, c'est l'italien Domenico
Trezzini, qui a été chargé initialement de la réalisation. Le Français Jean-Baptiste Leblond mettra lui aussi la main à la pâte, et à la fin du règne de Pierre le Grand, déjà le centre de la capitale impériale est déjà aménagé sur le modèle des villes occidentales que sont Venise ou Amsterdam. Alors ces transformations massives menées au pas de course et avec une énergie de fer changent complètement le visage de l'ancienne Moscovie, qui était un pays à cheval en quelque sorte entre l'Europe et l'Asie, un pays tout à fait périphérique, tout à fait lointain, à la marge de l'Europe. Et la Russie du XVIIIe siècle va être une Russie qui va se trouver intégrée complètement au concert européen. Le tsar va mourir en 1725, sa seconde épouse Catherine lui succédera jusqu'en 27, un fils du tsarevitch Alexis, Pierre II, régnera jusqu'en 1730, et à partir de ce moment, nous aurons l'époque des grandes tsarines du XVIIIe, Anne, Élisabeth et ensuite Catherine II, qui vont donner à la Russie, dans le contexte de l'époque des Lumières, une place et une présence évidemment toute nouvelle dans l'espace européen. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans l'œuvre réformatrice mise en œuvre par Pierre le Grand. L'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui se déroule au 1er siècle après Jésus-Christ. Nous sommes sur l'île de Bretagne, une île dont la conquête tardive par les Romains en 43 après Jésus-Christ constitue l'une des dernières étapes de la construction de leur immense empire. Avant 43, le sud de l'île entretenait depuis longtemps des relations commerciales avec les Romains, mais sans que n'ait été décidée une réelle conquête militaire, ni l'établissement de colonies, malgré la présence de nombreux commerçants romains. Parmi les tribus celtes, beaucoup d'entre elles entretiennent des relations pacifiques avec les envahisseurs. On échange, on commerce. Le latin est enseigné aux enfants de l'élite bretonne. Des infrastructures à la romaine font leur apparition, en particulier un réseau de routes et des techniques de construction en pierre et mortier. Tout paraît se passer le mieux possible. En 43, quand l'empereur Claude décide la conquête et fait débarquer plusieurs légions qui vont assurer la création de la province romaine de la Britannia, ce territoire n'occupera essentiellement que le sud et le sud-est de l'île. À l'ouest, la pacification est loin d'être faite, et au nord, c'est carrément l'inconnu et le territoire des terribles Pictes. En 60, l'année qui nous occupe, les provinces sur les marges de l'Empire semblent calmes, la Bretagne comme les autres. Or, c'est à ce moment que va éclater le plus grand soulèvement breton dirigé contre l'Empire romain. En effet, sous ces relations cordiales apparentes, les tensions ne tardent pas à apparaître, surtout quand Néron, qui règne depuis 54, ordonne le désarmement de certaines tribus et que son représentant sur l'île, le gouverneur Suetonius Paulinus, un général expérimenté de l'armée romaine, attaque et ordonne la destruction de l'île sacrée de Mona, au nord-ouest du pays de Galles, qui demeure le foyer du druidisme breton et donc pour les Romains le principal centre de résistance identitaire, ainsi qu'un asile pour tous les dissidents et les opposants à Rome. Les Romains préparent avec soin l'attaque de l'île avec la construction de bateaux à fond plat pour le transport et le débarquement d'une troupe nombreuse. Quand ils arrivent, des guerriers en armes, des femmes brandissant des torches et des druides les attendent sur la grève. Les Romains restent un moment sidérés par le spectacle, mais malgré les incantations des prêtres bretons et la résistance des guerriers, l'île est conquise, les bois rasés, les druides massacrés. Or, loin d'affaiblir l'opposition à Rome, la prise de l'île de Mona, au contraire, la renforce. Pendant qu'ils sont occupés sur cette île, les Romains ne soupçonnent pas qu'une autre révolte se prépare. Le roi breton, Prasutagos, roi des Icènes, une tribu du nord-est de l'Angleterre, était de ces chefs bretons qui trouvaient avantage à traiter avec les Romains à défaut de pouvoir les vaincre.
N'oublions pas que les Romains apportent aussi dans leur bagage une organisation propice au commerce et une forme de douceur de vivre avec leurs belles villae et le confort de leurs thermes. Ils sont d'habiles politiques et soutiennent à la tête de certaines tribus les chefs les plus dociles. C'est le cas de Prasutagos. Quand il devient le roi de la tribune des Icènes, il est marié avec une Bretonne de sang royal, Boudica, appelée aussi Boadicée, qui lui donne 2 filles. Prasutagos, sans doute pour se concilier les Romains, espérant préserver l'indépendance de son peuple, lègue à sa mort la moitié de ses biens à l'empereur Néron et l'autre à sa femme et ses 2 filles, âgées d'environ 14 ans. Mais peu réceptive aux gestes du roi défunt, Rome, à travers le nouveau gouverneur de Bretagne, Suetonius Paulinus, dont j'ai déjà parlé, rompt tout accord et décide de mettre tout simplement la main sur le territoire des Icènes. Quand Boadicée proteste, elle se voit rouée de coups publiquement par les Romains, ses filles sont violentées et l'élite du peuple icène est dépouillée de ses biens, une partie est même réduite en esclavage. L'affaire ne pouvait pas tomber plus mal. Depuis longtemps, la révolte couvait. Les Bretons supportaient de plus en plus mal la pression de l'administration romaine, les traditions foulées aux pieds, les maladresses commises par les occupants, les tributs qu'ils doivent payer à des fonctionnaires zélés. Et se rajoute à tout cela la réclamation soudaine et sans délai par des notables de Rome du remboursement immédiat de sommes d'argent qu'ils ont prêtées aux tribus bretonnes. Dans ces créanciers, on trouve d'ailleurs le philosophe Sénèque. Boudica, après le traitement odieux et humiliant dont elle a été victime, ainsi que ses 2 filles, loin de se soumettre, se relève non seulement comme femme et mère outragée, mais comme reine des Icènes. Elle crie vengeance et appelle à combattre l'envahisseur. Elle fédère alors autour d'elle non seulement son peuple, les Icènes, mais aussi les Trinovantes et bientôt d'autres tribus qui rejoignent la révolte et se mettent sous les ordres de la reine, comme les Dobuni, les Catuvelloni, les Atrébates. Il n'était pas rare chez les Celtes que les femmes participent au combat, mais Boudica est reine et elle a une personnalité hors du commun, un charisme extraordinaire. Elle va faire trembler le monde romain. Par ses discours prononcés d'une voix forte et que l'on décrit rauque, elle va enflammer l'ardeur au combat des guerriers celtes. Elle est l'incarnation vivante des grandes guerrières de la mythologie celtique comme Maévé et Morrigan. Son nom ne signifie-t-il pas la victorieuse ? L'historien Dion Cassius la décrit ainsi. Elle avait la taille haute, l'air terrible, le regard perçant. Sa voix était rude et sa chevelure, qui était très abondante et très blonde, lui descendait jusqu'au bas du dos. Elle portait un grand collier d'or et serrait sur son sein une tunique bariolée sur laquelle elle agrafait une épaisse chlamyde. C'était là son accoutrement habituel. Il n'est pas, en outre, impossible de reconnaître derrière la révolte de Boadicée, l'action des druides qui l'ont sans aucun doute soutenue et poussée à la guerre. On dit par ailleurs que Boudica possédait aussi des fonctions religieuses, qu'elle avait sans doute suivi l'initiation druidique. C'est ainsi qu'avant le combat, elle invoquait l'aide de la déesse Andras, une déesse de la victoire. Tacite raconte qu'elle pratiquait avant la bataille comme une prêtresse la divination à l'aide d'un lièvre. Elle sortait l'animal de ses vêtements, le lâchait et observait avec attention sa course qui devait lui donner l'augure. Elle attendait un signe divin par l'intervention de cet animal sacré chez les Celtes. L'armée de Boadicée va profiter de la mobilisation des armées romaines à l'ouest, encore une fois sur l'île de Mona, pour attaquer tout d'abord Camulodunum, Colchester aujourd'hui. C'est une grande cité, l'une des plus anciennes de la province romaine, peuplée de commerçants et de fonctionnaires romains, mais une cité qui ne possède aucune fortification. Tacite écrit dans ses annales que depuis plusieurs jours, les signes funestes se multipliaient dans la ville. Je vous décris. Dans ces conjonctures, une statue de la victoire, érigée à Camulodunum, tomba sans cause apparente et se trouva tournée en arrière comme si elle fuyait devant l'ennemi. Des femmes agitées d'une fureur prophétique annonçaient une ruine prochaine. Le bruit de voix étrangères entendu dans la salle du conseil, le théâtre retentissant de hurlements plaintifs, l'image d'une ville renversée dans les flots de la Tamise, l'océan couleur de sang et des simulacres de cadavres humains abandonnés par le reflux. Tous ces prodiges que l'on racontait remplissaient les vétérans de terreur et les Bretons d'espérance. Les habitants, évidemment, demandèrent de l'aide. On leur envoya une petite troupe de 200 hommes mal équipés qui n'empêcha pas la ville d'être prise et brûlée. Les derniers survivants cherchèrent refuge dans le temple de Claude et tinrent 2 jours de plus.
Mais les habitants ne bénéficièrent d'aucune pitié de la part des troupes de Boadicée. Ils furent massacrés jusqu'au dernier. Puis ce fut le tour de la 9e légion romaine Hispana, venue au secours de la ville, de tomber dans une embuscade et d'être battue par l'armée de Boadicée. Le commandant et la cavalerie parvinrent à s'échapper, mais l'infanterie fut massacrée. Boadicée cherchait à isoler de ses bases arrières le gouverneur Suetonius Paulinus, toujours à l'ouest de l'Angleterre, et elle marcha alors sur Londinium, Londres, et sur Verulamium, St Albans, qui sont à leur tour prises et détruites. Suetonius Paulinus, qui avait enfin répondu aux appels au secours qu'on lui a envoyés, ne fait pas intervenir son armée. Il préfère sacrifier les 2 cités, les jugeant indéfendables, car elles non plus n'ont pas de fortification. Il attend le moment propice pour affronter les insurgés. Le nombre des victimes parmi les Romains et leurs alliés se serait élevé de 70 000 selon Tacite à 80 000 selon Dion Cassius. D'ailleurs, les fouilles archéologiques menées sur les sites des 3 villes brûlées par l'armée de Boudica ont permis de dégager la même couche épaisse de cendres rougeâtres. Rien ne semble pouvoir arrêter Boudica et ses Britons révoltés. Mais nous allons voir qu'une fois de plus, la discipline de l'armée romaine et ses techniques de combat vont avoir finalement raison de l'ardeur des troupes de la reine des Icènes. Le général romain Suetonius Paulinus décide d'affronter Boadicée dans les Midlands, mais on ignore précisément où s'est déroulée la bataille. L'affrontement va être d'une violence rare et l'issue reste longtemps indécise. Tacite décrit ainsi la reine Boadicée au début de l'ultime bataille qu'elle va livrer contre Suetonius. Boudica, montée sur un char, ayant devant elle ses 2 filles, parcourait l'une après l'autre ces nations assemblées. Boudica exorce les guerriers au combat. Ils sont 15 à 20 fois plus nombreux que les Romains et sont venus confiants avec leurs femmes pour qu'elles assistent à la bataille. Les chars et la cavalerie de Boudica voltigent, harcèlent longtemps les légionnaires romains. Mais l'armée des Bretons, empêtrée dans ses chariots, n'arrive pas à reformer de ligne contre les légionnaires qui chargent unis, eux, en formation. Quand le sort de la bataille bascule en faveur de Romains, personne n'est épargné. On parle de 80 000 morts celtes contre quelques centaines de soldats romains. La dette du sang est largement remboursée. Après cette ultime bataille, Boudica préfère alors s'empoisonner avec ses filles que de tomber aux mains de ses ennemis et d'être alors exhibée lors du triomphe des vainqueurs à Rome. Mais malgré sa défaite, elle reste le symbole du courage, de la mère outragée qui venge ses enfants et son honneur tout en luttant pour son peuple. Pratiquement inconnue en France, elle est devenue chez nos voisins anglais le symbole de la résistance à l'envahisseur. Au point qu'à la fin du XIXe siècle, la cité de Londres, décidément peu rancunière envers celle qui l'a réduite en cendres quelques siècles plus tôt, lui a érigé un groupe de statues près de Westminster Bridge, à 2 pas de Big Ben. Il représente Boudica avec ses 2 filles sur un char tiré par 2 chevaux cabrés. Et si ce groupe de statues est peu fidèle à l'histoire, c'est ainsi qu'on se plaint à imaginer la fière allure de Boudica. Encore une fois, elle est pour les Anglais une héroïne nationale, mais elle reste avant tout une reine celte, parfois nommée la Vercingétorix bretonne. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Descartes, spécialiste bien connu de l'histoire des grandes dynasties européennes et qui vient de publier aux éditions Perrin un livre magnifique, richement illustré de plus, François-Joseph et Sissi, le devoir et la rébellion, un sous-titre sur lequel nous avons évidemment l'occasion de revenir. Alors, Jean Descartes, Sissi, bien sûr, pour le grand public, c'est le visage de Romy Schneider, c'est tout le mythe qui s'est un petit peu construit à cette époque-là autour de cette jeune impératrice qui fait un mariage d'amour avec le jeune François-Joseph. Vous êtes allé voir les choses d'un petit peu plus près et vous nous proposez donc une biographie parallèle en fait des deux, tout à fait passionnante et que je recommande évidemment à nos auditeurs
téléspectateurs, surtout ceux qui s'intéressent à l'histoire de cette dynastie habsbourgeoise, à l'histoire de l'Autriche, puis Autriche-Hongrie, au cours du XIXe siècle. Alors, tout d'abord, Sissi, qui est-elle? Quelle est sa famille? D'où vient-elle avant d'épouser donc l'héritier du trône des Habsbourg? Alors, elle appartient à une famille parmi les plus anciennes d'Europe, les Wittelsbach, que l'on pourrait appeler les Médicis du nord des Alpes, parce qu'ils ont toujours été tournés vers l'art, vers le mécénat, et qui, en résumant, accèdent de la puissance ducale à la puissance royale par la volonté de Napoléon, à la fois par stratégie, parce que son beau-fils, Eugène de Beauharnais, va épouser la fille du duc de Bavière. Et Elisabeth appartient donc à cette famille royale, mais à la branche cadette des Wittelsbach. Elle est donc duchesse en Bavière, et non de Bavière lorsqu'elle naît en 1837, dans la nuit de Noël, ça va faire 180 ans. Alors, si vous le permettez, je voudrais rappeler aux téléspectateurs pourquoi je reviens sur ce sujet. Nous avons tous été secoués, heureusement, selon les générations, par les films avec Romy Schneider en 1955. Il faut bien comprendre, parce qu'on les a brocardés, en disant que c'était ridicule, que c'était gnangnan, que c'était de la pâtisserie. Non, ils étaient exacts mais incomplets, parce qu'en 1955, seulement quelques mois avant la sortie de ces films, par le traité du Belvédère, au mois de mai, l'Autriche venait de récupérer son existence internationale. Et c'est seulement 4 ans après la libération, par exemple pour les Français, que les Soviétiques, les Britanniques, les Américains et Français sont partis d'Autriche et de Vienne. Je vous renvoie au film Le Troisième Homme. Donc l'Autriche ne pouvait envoyer qu'une carte postale de ses souvenirs. Donc ces films étaient assez exacts, faits par un metteur en scène autrichien, Ernst Marischka, où il y avait la propre mère de Romy Schneider. Et ils étaient, je dis bien, incomplets. Et beaucoup de choses sont restées incomplètes. Et moi-même, lorsque je me suis intéressé au personnage il y a 34 ans, j'ai eu beaucoup de mal, j'avais mis 5 ans, parce qu'il y avait encore la chape de plomb du communisme et beaucoup d'archives, de documents étaient inaccessibles. Or, depuis, comme tout avait été gardé et non détruit, contrairement à ce qui s'est passé en France, et mis de côté, quelquefois dans des conditions précaires, dans les anciennes terres de l'Empire, c'est-à-dire un morceau de la Pologne, la Tchécoslovaquie de l'époque, de la Yougoslavie de l'époque, etc., j'ai retrouvé beaucoup de choses. Et il y a 1 an exactement, pour le centenaire de la mort de François-Joseph, l'empereur éternel, la République d'Autriche a consacré 4 expositions remarquables à ce souverain mythique et beaucoup de documents, d'archives sont sortis et j'ai beaucoup travaillé là-bas. C'est la raison pour laquelle j'ai pu faire la première biographie croisée du couple. Du couple, c'est ça, oui. Voilà. Je rappelle notamment la brillante exposition organisée à Schönbrunn à l'occasion de ce centenaire de François-Joseph. Alors, Sissi, donc c'est une Wittelsbach, ce qui en fait une parente de Louis II de Bavière, qui jouera un rôle important tout au long de son existence. Et alors, dans quelles conditions est-ce qu'elle va devenir impératrice? Eh bien, ça n'aurait pas dû arriver. C'est ça qui est formidable. Le jeune François-Joseph, il faut rappeler, est monté sur le trône en 1848. Il a 18 ans. Dans des conditions très délicates. L'empire des Habsbourg est vacillant. La Révolution secoue de nombreuses monarchies européennes. Et son père et son oncle, pour résumer, sont plus que défaillants et incapables. Et donc, grâce à sa mère, l'archiduchesse Sophie, il y a un personnage considérable que Talleyrand appelait le seul homme de la famille, et Metternich le confirmait après le congrès de Vienne. Il est intronisé modestement à Olmütz, loin de Vienne, n'est-ce pas, comme empereur, et il dit ce mot merveilleux de force politique, adieu ma jeunesse. Il n'a pas eu de jeunesse, voilà. C'est un homme de devoir, très beau. Oui, parce qu'il est très jeune, il a 20 ans quand il a 18 ans. 18 ans quand il devient empereur, c'est ça. Il est 18 ans, et c'est un homme totalement du 19e siècle, du siècle des révolutions. Il est né en 1830, à Schönbrunn, où il mourra.
Et François-Joseph est célibataire, il a eu des aventures très organisées, surveillées par sa mère avec ce qu'on appelait délicatement, je cite, les comtesses hygiéniques, c'est-à-dire des dames bien pour tout rapport, bien. Mais ce serait bien de le marier, et voilà que l'archiduchesse Sophie, sa mère, et sa sœur Ludovica, qui n'est autre que la mère de la future Sissi, donc deux cousines, de cousinage, s'entendent pour marier François-Joseph à Hélène, la sœur aînée de Sissi. Bon, comme on le sait, ça ne marchera pas. Hélène est jolie, intelligente, elle a des belles manières, mais c'est la sauvageonne Élisabeth Sissi, qu'à l'allemande on écrit avec un seul S, l'autrichienne, qui, par sa nature très décontractée, sa beauté beaucoup plus belle, son côté provoquant, ses rires qui détonnent, ses excellentes mauvaises manières, je dirais, mais son goût de la nature va séduire François-Joseph. Et c'est une erreur d'aiguillage de Cupidon fantastique, et l'archiduchesse Sophie est folle de rage. Mais non, c'est Hélène qui sera une impératrice. Élisabeth Sissi est une paysanne qui parle avec un accent bavarois, qui boit de la bière à table, qui cherche les puces de ses chiens, qui écrit des poèmes au vent. Enfin bref, pas du tout une future impératrice. Bon, finalement, François-Joseph désobéit à sa mère pour la première fois et lui annonce, nous sommes en 1853, qu'il va épouser Sissi, très rapidement, laquelle est à peine dans sa 16e année. Oui, bon, elle n'est jamais sortie de Munich, a passé une enfance à Possenhofen, à la campagne, mais, et il faut le dire tout de suite, c'est pas du tout une fille stupide. C'est même une littéraire, une intellectuelle, qui lit déjà beaucoup plus en tout cas que ses parents. Le duc Max est un homme fantasque, son père, il a installé un cirque dans le palais où elle est née, donc elle a ce sens de la foire, de la fête, de l'imprévu. Je dirais tout de suite qu'il y a quelque chose d'intéressant à noter dans son caractère. Comme elle est fantasque, impatiente, imprévisible, par moments sans doute insupportable, mais avec un instinct fantastique, elle est prête à tout. Et c'est-à-dire que lorsque les catastrophes vont s'abattre sur elle, elle sera beaucoup mieux armée que François-Joseph, qui lui est un homme de devoir, de protocole, à mon avis, et c'est pas insulter sa mémoire, moins intelligent qu'elle, mais son intelligence est relevée par une capacité de travail et un sens de l'effort, du patriotisme remarquable. Ce qui veut dire que Élisabeth est mieux armée, lui, quelqu'un qui a un retard d'un quart d'heure à une audience, le monde s'écroule. C'est un homme de devoir organisé, un homme d'ordre. Le désordre, il ne connaît pas, il en a peur et réagit très mal. Alors je dis ça tout de suite pour que le téléspectateur et le lecteur comprennent que dans ce couple, la fantasque, l'imprévisible, l'insupportable mais la charmeuse, la charmante, l'incroyable Élisabeth, Sissi est beaucoup mieux armée et elle réagit calmement dans la tragédie. C'est ça, il y aura une complémentarité voilà. Alors, ce n'était pas du tout prévu. François-Joseph est, lui, face au drame qu'ils vont subir, et Dieu sait s'ils vont subir. Et je dis tout de suite quelque chose qui est très révélateur, qui appuie mon observation, si vous voulez. C'est qu'au moment de la tragédie de Meyerling, c'est-à-dire quand le 30 janvier 1889, on vient apprendre, et je résume, au couple impérial et royal la mort de leur fils, c'est Élisabeth, la mère, qu'on prévient en premier. Parce qu'on pense qu'elle va trouver, elle seule, les mots, on ne sait pas lesquels, mais les mots pour prévenir l'empereur, et non pas l'empereur en premier. Maintenant, deuxième observation, j'anticipe, mais c'est quelque chose de fondamental dans cette affaire. Comment se fait-il qu'un couple, des parents, à qui on apprend que leur fils est mort, ne se précipite pas à son chevet immédiatement? Ça m'a tout de suite intrigué. Ils ne vont pas au pavillon de chasse de Meyerling. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelque chose. La scène de crime est sans doute atroce, beaucoup plus atroce qu'on ne l'a pensé, et ils pensent à donner une version officielle. C'est très révélateur, les parents ne se déplacent pas. Ils ne viendront jamais à ce moment-là, François-Joseph ira plus tard, et ils viendront 1 an plus tard, tous les deux,
Donc il y a quelque chose déjà qui est clair dans le mystère, si je puis dire. Mais qu'en est-il, justement, puisque... Bien, vous savez, dans un autre livre, ce mystère ayant de eu Meyerling. accès à beaucoup de documents, je peux dire que la thèse du suicide ne tient pas. Les rapports d'autopsie qui ont été faits, les exhumations de Marie Vetsera montrent qu'elle n'a pas reçu une balle dans la tête, pas du tout. Bon. Les contradictions des rapports d'autopsie sont telles que dès les premières 24 heures, la presse européenne, y compris française, par exemple la une du Figaro de l'époque, Meyerling, meurtre ou suicide. Déjà, il y avait une interrogation. Bon. Et l'empereur François-Joseph, pourquoi a-t-il fait jurer, et roi de Hongrie, à tous les gens qui étaient témoins de l'entourage, qui ont vu, en tout cas, la scène de Rodolphe mort, jurer de ne jamais parler sur la Bible et sur sa personne à genoux devant lui, c'est que c'était bien plus grave, et vraisemblablement une conspiration pour déstabiliser l'Empire. Autrement dit, par une de mes arrière-grand-tante, épouse ambassadeur de France à Berlin, époque, dans une correspondance non diplomatique qui est arrivée chez sa sœur par un circuit assez étrange, elle dit on craint une guerre. Autrement dit, la guerre de 14 aurait pu éventuellement éclater en 1889, c'est-à-dire déstabilisation de l'Empire austro-hongrois par la mort de son prince héritier, ce qui est exactement ce qui arrive à Sarajevo. Bon. Donc voilà, et je suis assez fier, comme je suis le seul auteur français sur ce sujet vendu dans les musées de Vienne, et je dis des choses qui ont un peu surpris et détonné, j'ai fait évoluer l'opinion, et même les carmélites de Meyerling aujourd'hui ne parlent plus de suicide, mais de la mort mystérieuse. Nuance. Mais alors, selon vous, que s'est-il passé? Qui était à l'origine? Alors, il y a deux hypothèses. C'est peut-être très simple et une solution, si je puis dire, privée, un drame d'ordre privé. Peut-être un mari jaloux, un parent de Marie Vetsera. La jeune fille n'était pour pas grand-chose, elle ne savait même pas ce qui lui arrivait. Ou alors une opération politique dans laquelle le parti germanophone de Hongrie serait impliqué. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu un seul film au monde réalisé par un homme de grande rigueur, Jean Delannoy, que j'ai très très bien connu, en 1949, Le secret de Meyerling. Bien. Un film tourné dans les conditions de l'après-guerre avec Dessous, avec Jean Marais, Marguerite Jamois, etc., en Alsace. C'est le seul film au monde qui montre à la fin comment l'assassinat de ces deux amants, de ces deux Roméo et Juliette à Brandebourg, a été maquillé d'abord en suicide assisté, si je puis dire, puis en suicide de Rodolphe. Or, lors d'une émission de télévision déjà ancienne, au dossier de l'écran, on m'avait demandé d'intervenir, j'avais dit, plutôt que de remontrer Catherine Deneuve et Omar Sharif, qui étaient l'opposé physique des personnages, film dont j'avais assisté au tournage à Vienne, il y a ce film de Jean Delannoy qui est très intéressant, qui a fait beaucoup de bruit au Festival de Venise en 1949, parce qu'il permet une discussion. On m'a répondu, la projection de ce film n'est pas opportune. Bien. Lors d'un autre débat, je suis arrivé à le faire projeter, et la copie m'a surpris, parce que la fin n'était pas du tout ce que j'avais vu. J'ai appelé Jean Delannoy, je lui ai demandé s'il avait tourné de fin, il me dit pas du tout, il n'était pas au courant. Et pour résumer, dans les cassettes vidéo vendues dans le grand public à l'époque, il manquait 1 minute et demie qui change tout. J'ai fait avec votre confrère Franck Ferrand sur Europe 1 une émission assez musclée à ce sujet. Depuis, ce qui avait été coupé a été rétabli, sans qu'on puisse savoir qui avait coupé, quand, mais on peut savoir pourquoi. Parce que ça dérangeait. Ça dérangeait parce que la thèse de l'opinion sur Meyerling jusqu'à 1918, c'est l'Autriche-Hongrie doit être détruite. Et l'archiduc héritier est un alcoolique, un drogué, un dépressif. Non, il était très intelligent, il avait vu arriver comme sa mère, je dis bien cette phrase,
prononcé par Sissi, mais il l'a dit aussi, 24 ans avant Sarajevo, l'orage éclatera dans les Balkans. C'est-à-dire l'instinct, car il voyageait beaucoup, parlait toutes les langues, était au contact alors que l'empereur était loin de la réalité ethnique en pleine agitation, des nationalismes déjà. Oui, puis avec une inquiétude peut-être sur l'étroitesse des liens avec l'Empire allemand. Absolument. L'alliance des empires centraux. Guillaume II avait une attitude assez étrange avec Rodolphe, et Rodolphe s'inquiétait que l'Allemagne veuille remplacer, par exemple en Hongrie, les commandements militaires hongrois par des commandements en allemand, où il y avait une forte minorité germanophone. Alors c'est un vieux problème quand on parle des Allemands et des Autrichiens, n'est-ce pas, langue commune, mais il y a plusieurs partis, et c'est d'ailleurs toujours ce qui a motivé en partie l'Anschluss de 1938, une partie de l'opinion, etc., sans approuver, juste pour raconter. Et puis il faut rappeler aussi l'antagonisme des deux États, quels que soient les liens germaniques, qui s'est exprimé en 1866 absolument, à Sadova. Oui, alors il est très intéressant de noter que Élisabeth Sissi comprend très bien que la Prusse s'impose dans, on va dire, l'Allemagne du Nord au sens large, que l'unité allemande se fera malgré l'Autriche, sans l'Autriche et contre l'Autriche, c'est le sens de Sadova, bien entendu, Königgrätz, et qu'il faut se tourner vers le Danube. Alors, François-Joseph y voit un pis-aller, et Sissi y voit l'espoir, d'où son soutien extraordinaire, la cause de la Hongrie. Anormal, parce qu'elle n'a aucun pouvoir constitutionnel, elle va agir par le charme. Ça ne serait sans doute plus tout à fait possible aujourd'hui, mais c'est assez intéressant. Elle apprend le hongrois, qui n'est pas une langue facile, et elle devient adorée, elle devient la reine Erzsébet, et c'est elle qui pousse à la constitution avec le comte Andrassy de l'Autriche-Hongrie et le couronnement le 8 juin 1867 de François-Joseph, Ferenc József et Erzsébet de Hongrie est un monument de diplomatie, parce que quand on pense aux contentieux entre les Habsbourg et les Magyars, notamment en 1848, où on avait appelé le tsar de Russie, qui n'y avait pas été avec le dos Nicolas de la Chapka, si je puis dire. Bon, Nicolas Ier, le tsar de fer. Et elle devient donc une idole des Hongrois. Alors c'est extraordinaire parce que j'ai beaucoup travaillé en Hongrie, avec des traducteurs évidemment. Elle est restée vénérée, et même sous le stalinisme, ses statues un peu déplacées n'avaient pas été détruites. Et sa statue qui regardait couler le Danube a été rétablie, où elle regarde le fil de l'histoire. Erzsébet, les Italiens aussi. À Trieste, tous les peuples dont elle a senti l'évolution, les revendications. Il y avait aussi les Tchèques à Prague. Oui, elle a séduit les Tchèques. Elle a séduit les Tchèques, absolument. Et n'oublions pas que François Ferdinand, le successeur de Rodolphe, épouse une aristocrate tchèque et veut rendre à la Bohème sa place aussi. Donc, comme disait Bismarck, ne nous occupons pas des Balkans, c'est une poudrière. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant dans ce parcours de Sissi, notamment vis-à-vis de la Hongrie, c'est qu'au XVIIIe siècle déjà, Marie-Thérèse s'était appuyée sur la Hongrie, alors qu'elle était confrontée pendant la guerre de succession d'Autriche à une coalition européenne. C'est le soutien de la noblesse hongroise qui avait permis à l'Empire Habsbourg de se maintenir. Si j'ose dire, le galop d'essai. Déjà, elle avait été élevée à la dignité de souveraine. Vive notre roi Marie-Thérèse en Bohème. Et la Hongrie, alors ce qui est très intéressant, c'est que l'impératrice Marie-Thérèse avait déjà, mais avec une grande stratégie politique, ce que Sissi aura par affection, je dirais par réaction affective, l'intérêt d'aller vers le Danube, vers l'Est, en disant c'est important, on arrive jusqu'à la mer Noire, on est sur les terres un petit peu des Russes, et il y a des peuples là formidables. C'est très intéressant parce que, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, quand on voit les convulsions de ces pays d'Europe centrale contre le diktat de Bruxelles, ce sont des pays qui vous disent, et ce sont des peuples même, qui vous disent, mais pardon, nous existons depuis longtemps. La Hongrie était christianisée au Xe siècle, la Pologne, n'en parlons pas. La Bohème, tous ces gens-là ont existé avant,
Et quand, pardonnez-moi de le dire, l'Europe de Bruxelles dit non, mais tout ça c'est le passé, c'est-à-dire en gommant l'histoire, les croyances, notamment la religion, on comprend très bien que ces gens-là se révoltent parce qu'une Europe purement économique, monétaire et financière, ça ne fait pas rêver. Bien sûr. Et puis la Hongrie, ce qui est intéressant aussi, avec le recul que nous avons maintenant, c'est que dans l'ensemble austro-hongrois, la Hongrie était appelée à devenir en quelque sorte le centre de gravité géopolitique. Oui. C'est toute l'ambiguïté de ce dualisme austro-hongrois. Oui, absolument. Et la Hongrie est un pays que je connais bien, non, j'ai eu des ouvrages traduits en hongrois, ce qui est une rareté pour les Français. Budapest est une ville tout à fait fascinante, très intéressante. On comprend très bien, on est ailleurs. Metternich disait déjà pour Vienne, l'Asie commence à mon bureau, mais là on est déjà avec la Plüsta. Hier, ce sont des gens très sensibles, rien que cette musique que l'on entend. Enfin, parlons de Liszt. Liszt a attendu qu'il y ait le couronnement de la reine de Hongrie, autrement dit Sissi, devenue Erzsébet, ce 8 juin 1867, pour venir de Rome et tenir l'orgue de la cathédrale de l'église Saint-Matthias, Matthias Templum, l'église du couronnement, pour jouer sa messe du couronnement. Ça voulait dire qu'il y avait des rêves d'identité, et quand on pense que, pardonnez-moi, que Clémenceau, s'acharnant sur la destruction de l'Autriche-Hongrie et par le traité de Trianon du 4 juin 1920, déporte 3 millions de Hongrois pour en faire des Roumains, comme m'a dit un ancien Premier ministre post-communiste hongrois, M. Imre Pösgöly. Vous comprenez pourquoi Clémenceau n'aura jamais sa statue ou sa rue à Budapest, en effet. Et avec les découpages hallucinants, où vous avez dans un coude du Danube un village dont la moitié est hongroise, l'autre moitié est roumaine. C'est effrayant. Hein. C'est-à-dire que le système austro-hongrois, cet empire Habsbourg dans sa position centrale, a fait coexister en fait des peuples assez divers. Il n'était pas du tout la prison des peuples que l'on a prétendu. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a construit des prisons des peuples qui, elles, étaient bien réelles. La Yougoslavie qui va éclater à la première occasion, la Tchécoslovaquie dont on tout connaît ça la avec des bons sentiments à la Wilson, n'est-ce pas, cette espèce de saint laïque dépassé, plein de bonnes intentions. C'est en effet absolument dramatique parce que c'est un non-sens de l'histoire. On a fait un cadeau aux futurs dictateurs, à Staline et Hitler, d'une façon fantastique, sur toutes les revendications, toutes les protestations, toutes les rancœurs du traité de Versailles et des traités connexes qui niait même les réalités géographiques et ethniques. C'est à croire que les diplomates n'avaient pas pris une carte et on a voulu croire à... Bon. Alors, il y a une chose intéressante, c'est qu'il fallait quand même la personnalité de François-Joseph, ce digne empereur, pour tenir sous une chape tous ces peuples. Je rappelle tout de même qu'au moment de la visite terrible du 28 juin 14 de François Ferdinand et de son épouse à Sarajevo, il y a dans Sarajevo une mosquée François-Joseph où l'empereur est vénéré comme protecteur de l'islam. Et il y a aussi une cathédrale et aussi un temple et une synagogue. Non mais je veux dire, c'était extraordinaire. Vous allez me dire... Mais en même temps, cet empire austro-hongrois paraissait anachronique par rapport au modèle de la nation-État jacobine, si l'on veut, tel que la France l'avait imaginé dans la foulée de la Révolution française et qui a été pris comme modèle ensuite. C'est-à-dire que la personnalité de l'empereur était telle qu'on estimait qu'il tenait tout le monde, parce qu'il y avait une grande tolérance religieuse, et une grande tolérance... Enfin, l'hymne impérial était chanté dans 15 langues, donc c'était absolument... Moi, j'ai refait tous les voyages possibles, et seul un homme aussi digne que lui, alors avec si j'ose dire, un avantage, et je mets ça avec des grands guillemets supplémentaires, d'être frappé par tant de malheurs que sa dignité faisait qu'on le respectait. C'était le père de tous les nationalismes.
Malheureusement, notre émission se termine. Nous n'avons fait qu'effleurer l'immense richesse de cet ouvrage qui nous ramène donc dans cette Autriche, puis Autriche-Hongrie du 19e siècle. Je rappelle son titre. Donc, dernier ouvrage de Jean Descartes, François-Joseph et Sissi, Le devoir et la rébellion, aux éditions Perrin. Merci beaucoup. Merci.